Nous recevons aujourd'hui sur la chaîne du SILA Idrissa Berkane. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu es président de la fondation Bioneria, cofondateur et président de Scanderia. En 2016, tu as publié chez Lafon Libérez votre cerveau, puis en 2018, L'âge de la connaissance, qui est un traité d'écologie positive. Tu es également un conférencier hors pair qui n'a pas peur de s'attaquer à des sujets aussi divers que controversés. Et c'est d'ailleurs dans cette idée-là que je t'ai invité aujourd'hui pour reprendre un thème que tu avais abordé lors de tes conférences, celui du biomimétisme et de l'économie de la connaissance. Bonjour Idriss. Salut Karim, et ravi d'intervenir chez toi. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. En guise d'introduction, pourrais-tu nous donner une définition simple de l'économie de la connaissance? L'économie de la connaissance, en fait, c'est juste la plus vieille de l'humanité. Tu vois, on croit que c'est un truc récent, mais en fait, les humains, ils échangeaient des savoirs entre eux bien avant d'échanger des matières premières, du blé et de l'huile d'olive. Dès que tu avais des hominidés qui échangeaient comment faire du feu, quel était le site de chasse, ou bien où trouver de l'eau potable, ils échangeaient du savoir ou de la connaissance. Donc l'économie de la connaissance, c'est l'économie des échanges de savoir. Et c'est clairement l'économie qui est à la base du plus de prospérité dans le monde, puisque même en plein désert, tu vois, tu prends Pékin, c'est en plein désert, Las Vegas, bon, ou bien sûr la Californie, qui au départ n'était pas aussi riche qu'elle l'est maintenant, même dans un lieu complètement dévasté, la connaissance peut créer la prospérité. Donc, j'aime dire que l'économie de la connaissance, c'est à la fois la première dans l'histoire de l'humanité et la dernière, puisqu'elle sera toujours là. Et quel est le parallèle entre l'économie de la connaissance et le biomimétisme? Pour moi, ça s'enchaîne vraiment directement parce que l'économie de la connaissance, elle dit clairement que le baril de connaissance, en quelque sorte, a beaucoup plus de valeur que le baril de pétrole, que le baril de n'importe quelle matière première, en fait, que la connaissance vaut plus que les matières premières. Et une fois qu'on est fixé là-dessus, et on le voit bien encore une fois avec Apple, avec Google, etc., qui sont des boîtes odieusement riches et qui ont basé leur richesse non pas sur les matières premières, ce n'est pas des boîtes pétrolières, ce n'est pas des boîtes qui dealent du cobalt ou du minerai. Et d'autre part, il se trouve que la nature, c'est le plus gros gisement de connaissances sur Terre. On n'a pas de plus gros gisement de savoir que la nature sur Terre, parce que la nature, elle est là depuis 4 milliards d'années, donc déjà, elle a clairement l'avance, mais en plus, elle a aussi l'intensité de recherche. C'est-à-dire, on sait, nous les humains, que les meilleurs moments de recherche, malheureusement, c'est pendant les guerres. La Deuxième Guerre mondiale, par exemple, elle a clairement fait exploser la recherche sur l'énergie atomique, sur l'informatique, les radars, le GPS, etc. C'est normal parce que quand l'humain est à deux doigts de mourir, en général, il devient très, très innovant. Et la nature, par définition, elle est en permanence à deux doigts de mourir. La recherche que fait la nature, c'est en permanence une recherche qui est motivée uniquement par la survie. Ce n'est pas une recherche qui est motivée par le confort, ce n'est pas une recherche qui est motivée par la culture, c'est une recherche qui est motivée par la survie immédiate, mais aussi long terme. Et ça donne le meilleur système de dessalement de l'eau de mer au monde. C'est les manchots empereurs, mais tu as aussi les requins que tu as bien connus dans l'Amazone, parce que comme tu le sais, ils remontent l'Amazone et les requins bulldog, par exemple, peuvent remonter très 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 loin dans l'Amazone et sont responsables de plein d'attaques. Donc eux, ils ont un des meilleurs systèmes de dessalement de l'eau de mer au monde, avec donc les manchots empereurs. Et rien que ça, tu vois, un tout petit détail de la nature, mais ça vaut des dizaines de milliards de dollars. Je veux dire, demain, en Australie, si on avait un système de dessalement de l'eau de mer pas cher, mais tu peux multiplier la population australienne par 10, littéralement, parce que tout le désert devient cultivable. Imagine, tu as eau de mer dessalée gratuite. Voilà, imagine, tu as ça, donc quasiment gratuite, genre juste l'énergie du soleil suffit à faire tourner ton système qui a été élaboré en copiant le manchot empereur ou le requin bulldog. Et ben, tu peux avoir ce que j'ai appelé dans mes travaux des rivières inversées qui partent du littoral et qui finissent dans la terre, au lieu d'une rivière normale qui commence dans la terre et qui finit au littoral. Et là, tu changes l'économie d'un pays. Pareil pour la Californie. Donc, la nature, c'est vraiment de très loin le plus gros gisement de savoir sur Terre, dans tous les domaines, que ce soit l'architecture, l'aéronautique, ou celui dont on va parler davantage aujourd'hui, la pharmaceutique. Mais d'une façon générale, il n'y a pas de plus grosse bibliothèque au monde que la nature. Et les meilleurs laboratoires de recherche et développement de l'armée, les trucs les plus secrets du Pentagone, c'est rien à côté de ce que la nature a déjà développé. Donc pour toi, les toxines animales rentreraient dans le cadre du biomimétisme. Oui, clairement. En plus, ce que j'aime avec les toxines, c'est que c'est simple, tu vois, tout le monde comprend, c'est un poison, c'est quelque chose que tout le monde connaît déjà. Autant quand tu essaies d'expliquer que la glande qui est autour de l'œil du manchot empereur, elle a le meilleur système de dessalement d'eau de mer au monde, tu peux perdre une partie de ton audience. Mais là, tu leur dis, écoutez, les venins de base, ça vaut une blinde. On va commencer par là, parce qu'après tout, tu vois, tu connais ce fameux slogan, si la nature était une banque, ça fait longtemps qu'on l'aurait sauvée.
Eh ben, en fait, la nature, elle produit beaucoup plus de richesses qu'une banque. Et rien que si on s'intéresse aux lingots de matières premières que produit la nature, et je ne parle pas du bois précieux, bah, les venins, tu vois, la mambalgine, la dernière fois que j'ai vérifié, donc là c'est le mamba noir, c'était 6 000 $ le milligramme. Donc ça fait quand même 6 milliards de dollars le kilo. Donc vraiment, littéralement, l'or et le platine, c'est du terreau de jardin à côté, tu vois. Et le pire, c'est que, comme tu le sais, je suis taquin, je me suis vraiment amusé à compter le nombre de sacs de terreau à géranium que tu peux acheter à l'animalerie ou aux jardineries avec un lingot d'or. Et en fait, c'est le même rapport qu'il y a entre le lingot et les sacs de terreau à géranium qu'il y a entre la mambalgine et l'or. Donc tu peux acheter autant de lingots d'or avec 1 kilo de mambalgine que tu peux acheter de sacs de terre avec un lingot d'or. Donc, et c'est un venin, c'est même pas un venin, d'ailleurs c'est une molécule du venin, puisqu'il y en a d'autres, et c'est un animal, le mamba noir. Et évidemment, tu en as plein d'autres. Donc, quand tu dois expliquer, tu sais, à des politiques qui sont là en mode, oulala, j'ai pas que ça à foutre, moi, il faut que je crée des emplois, il faut que j'augmente le PIB, machin, tu leur dis tout de suite, écoutez, avant de vous parler des systèmes de dessalement, avant de vous parler des cactus qui ont un des meilleurs systèmes de climatisation au monde, avant de vous parler de la façon dont on pourrait copier les nids des chiens de prairie pour faire de la climatisation passive ou des trucs comme ça, je vais juste vous parler du fait que si vous éteignez telle ou telle espèce, eh ben, vous perdez littéralement votre pays. C'est comme s'il était en train de foutre le feu à un puits de pétrole. Et évidemment, toi, tu es herpétologue, donc tu sais que la plus grosse extinction depuis 30 ans, c'est en herpétologie que ça se passe. C'est pas en entomo, c'est pourtant en entomologie, tu vois, on parle beaucoup des abeilles et tout, et c'est vrai que c'est une situation grave, mais la plus grosse extinction depuis ces 30-40 dernières années, c'est en herpéto que ça se passe. Et tu as des amphibiens et des serpents qui disparaissent avant même qu'on les ait découverts. En fait. On est à peu près sûr de ça en bio, que statistiquement, il y a des espèces qui ont disparu avant même qu'on ait eu le temps de savoir qu'elles existaient. Et je ne parle pas dans les 200 dernières années, mais dans les 40 dernières années. Donc on ne sait même pas ce qu'on a brûlé en fait pour l'instant. Et pour moi, les venins, c'est clairement, bon, parce que c'est excitant, parce que tu vois, il y a un côté cinéma, mais c'est aussi le plus simple d'accès pour expliquer à tout le monde que c'est pas qu'il faut sauver la nature parce que c'est bien, tu vois, ça fait 100 ans qu'on le dit, tout le monde s'en fout. Mais il faut sauver la nature parce que c'est complètement con de ne pas la sauver d'un point de vue même économique. Et même pour les gros rats qui s'intéressent que à la partie comptable, bah, même sur le plan comptable, tu peux leur dire, mais ça n'a pas de sens. Même sur si vous faites le bas de bilan, si vous regardez ce que vous perdez, ça n'a pas de sens. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de médicaments qui existent sur le marché, comme le Prialt, le Byetta ou encore l'épifibratide, qui sont issus de venins de serpents, enfin de venins de reptiles en général. Donc, penses-tu que cette médecine, qui est relativement ancienne, mais on va dire nouvelle, parce que la technologie permet aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin au niveau de la recherche et puis d'aller vraiment isoler des éléments, des composants du venin, penses-tu que cette médecine est la médecine d'avenir? Alors, je suis convaincu que c'est non seulement la médecine d'avenir, mais c'est déjà la médecine du passé, puisque tu regardes, bon, l'aspirine, c'est de l'acide acétylsalicylique, donc c'est l'écorce du saule pleureur, qui a été modifié, donc il a été acétylé, mais bon, concrètement, c'est de l'acide salicylique, quoi, parce que le saule pleureur qui pousse au bord de marais, en général, il avait besoin d'un antibactérien puissant, et l'acide acétylsalicylique en est un. Tu as le Taxol, qui est un anticancéreux, qui est extrait de l'écorce de l'if du Pacifique, donc Taxus, les ifs. Donc déjà, d'un point de vue végétal aussi fongique, on a la molécule active du psilocybe. Et le psilocybe peut être utilisé aujourd'hui en thérapie, en psychothérapie. Et il donne d'excellents résultats aussi sur l'alcoolisme. Donc c'est déjà prescrit, utilisé. Tu avais l'ergot sec, bien sûr, le LSD qui a été étudié dans les années 70 et 60 pour certaines psychothérapies. Et puis, notamment en enlevant les stress post-traumatiques, ça c'était un point très important. C'est-à-dire que tu avais des rats à qui on avait associé un son à une peur. Tu vois, on leur mettait une cloche puis une décharge électrique. Tu leur donnais du psilocybe ou du LSD et ils n'avaient plus cette association. Donc, c'était très prometteur pour enlever certains stress post-traumatiques. Et puis, bien sûr, les antibiotiques, c'est d'origine fongique, c'est des champignons. Il a fallu des années avant que Fleming s'intéresse. Enfin, d'abord, il les découvre comme ça en laissant moisir un sandwich. Et puis, ensuite, il récupère comme ça la graine. Il se dit, tiens, je vais la mettre dans une boîte de pétri. Puis il se rend compte que la partie moisie a enlevé toutes les bactéries. Mais il faut attendre les années 40 avant que ce soit produit en masse. Donc ça, c'était le début. Ça, c'est le passé. Les venins,
À mon avis, c'est ça puissance 10, parce que tu as une gamme de pression naturelle et de contraintes qui est différente, en fait, avec les venins, qui fait qu'ils peuvent répondre à des problématiques différentes. Tu vois, par exemple, la mambalgine, tu n'avais pas quelque chose d'aussi puissant, de beaucoup plus puissant que la morphine, ce qui est le cas donc de la mambalgine chez le mamba noir. Tu ne l'avais pas dans le monde végétal, tu ne l'avais pas dans le monde fongique. Un anesthésiant, quelque chose comme 1000 fois plus puissant que la morphine. Et sans effet d'addiction, tu vois, c'est ça aussi un truc très important. Donc, dès que tu rentres dans les venins, pour moi, ou par exemple, tiens, le venin de l'ornithorynque aussi, qui est en train d'être étudié pour la recherche contre le diabète. Et parce qu'en fait, il a des propriétés antidiabétiques très intéressantes. Et puis, tu as le lait de l'ornithorynque qui contient le meilleur antibiotique connu sur Terre aujourd'hui, avec des protéines particulières qui sont propres à l'ornithorynque et sur lesquelles on ne connaît pas de résistance. On ne connaît pas de bactéries résistantes à la molécule antibiotique qui est dans le lait de l'ornithorynque. Donc, d'un point de vue purement scientifique, il y a un potentiel énorme. Maintenant, d'un point de vue économique, il y a un problème, c'est qu'on n'est pas mature, tu vois. On a des business models qui sont un peu ridicules. On a des business models qui sont basés sur l'exclusivité de la propriété intellectuelle, qui sont basés donc sur qui ne peuvent pas faire une place à la nature, en fait, si on veut le dire simplement, qui ne peuvent pas assez bien faire une place à la nature, qui peuvent faire une place à la nature que quand elle est brevetable. Que quand tu modifies la molécule suffisamment, puis tu fais tes tests en double aveugle pour voir qu'elle fonctionne toujours aussi bien ou mieux que la molécule naturelle, mais une compagnie pharmaceutique va s'y intéresser que si elle peut avoir l'exclusivité. Vu qu'il lui faut 1 milliard pour mettre une molécule sur le marché en dollars, si elle ne peut pas avoir l'exclusivité, elle voit pas l'intérêt. Et en ce sens, la nature fait aux compagnies pharmaceutiques, qu'on appelle donc Big Pharma, parce que c'est un cartel, il ne faut pas croire que Big Pharma, c'est un terme romantique ou complotiste, c'est un terme purement d'économie, c'est-à-dire c'est un cartel. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un cartel? C'est des groupes qui se réunissent et qui peuvent éventuellement s'entendre sur les prix, mais en tout cas, c'est un oligopole, c'est-à-dire qu'ils contrôlent à eux 5 ou 6 plus de 90% du marché mondial. Et ça, c'est un problème. Parce que des cartels, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Il y a eu les cartels donc, des 7 sœurs dans le pétrole, qui s'étaient entendus pour que jamais un pays producteur de pétrole n'ait plus de 50% de royalties. C'était une entente illégale, mais ils s'étaient fixés pour la faire. Et les gens qui s'opposaient à cette entente illégale se faisaient assassiner pour de vrai. Enrico Mattei en Italie, tout le monde sait, c'est acté journalistiquement et historiquement parlant, qu'il a été assassiné par les cartels pétroliers. Bon, tu as eu des cartels plus gentils, comme par exemple, tu sais, les opérateurs télécoms. Donc, tu avais des cas d'entente sur les prix en France et ailleurs. Et puis, tu as eu le cartel Helios, où c'était des fabricants de lampes qui s'étaient entendus dans les années 60 et 70 pour faire des lampes qui pèteraient plus vite, faire des lampes qui ne pourraient pas tourner plus de 5000 heures. Donc, si jamais, je crois que c'était 1500 heures, si jamais une lampe produite par un des membres du cartel tournait plus longtemps que 1500 heures, le cartel le membre prenait une amende, qui leur mettait une amende. Donc, les cartels, ça existe. Et l'industrie pharmaceutique aujourd'hui, elle est très cartélisée, d'une part, et elle a un business model qui ne peut pas laisser de place à la nature pour l'instant, sauf dans de rares exceptions que tu as indiquées, qui sont très prometteuses, mais elle ne devrait pas être l'exception pour conclure, elle devrait être la règle. Bon, d'un côté, on parle de molécules qui sont très prometteuses, hein, je veux dire le choix dans les toxines animales ou végétales, hein, on parle de milliards de molécules différentes qui pourraient être utilisées pour soigner des maladies qui sont aujourd'hui encore difficilement curables. Finalement, si ce potentiel est si important, pourquoi est-ce qu'on s'y investit pas plus dedans? Pourquoi il n'y a pas plus de compagnies privées, de laboratoires privés ou justement Big Pharma qui voudraient s'intéresser à justement accéder et pouvoir utiliser ces molécules? Parce que ça serait quand même, financièrement parlant, une source d'enrichissement extrêmement important pour eux, non? Alors oui, encore une fois, ce serait une bonne source d'enrichissement pour eux, mais pour l'instant, ils n'ont pas de modèle pour exploiter des molécules dont ils ne pourraient pas forcément avoir l'exclusivité. Parce que, imaginons que, parce que comme je te le dis, la nature fait vraiment de la concurrence déloyale au monde pharmaceutique. C'est un fait parce qu'elle a 4 milliards d'années d'évolution, etc. Mais donc, imagine que même après 1 an de recherche, 10 ans de recherche, la molécule naturelle imbrevetable, donc impossible à breveter, puis plus qu'on peut extraire, tu vois, pas fabriquée en usine, s'avère plus efficace que toutes les variantes que l'opérateur pharmaceutique a testées. Il ne va pas la mettre sur le marché puisque n'importe lequel de ses concurrents pourrait l'utiliser.
mieux vaut essayer de mettre une variante brevetable, même si elle est moins efficace. Tu pourras toujours dire après, non, non, mais vous croyez quand même pas qu'un venin de serpent va être plus efficace que ma super molécule élaborée en laboratoire? Franchement, c'est facile à vendre comme idée, ça. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à acheter cette idée. Même des gens intelligents, même des professeurs d'université, etc., sont conditionnés mentalement à accepter de base l'idée que la molécule fabriquée en labo va être plus efficace que celle extraite des glandes à venin d'un serpent ou d'un batracien. Et en fait, du coup, bah, cette concurrence déloyale de la nature, elle ne peut pas s'exprimer pour l'instant. Alors, soit on invente des nouveaux business models, soit certains États arrivent à s'imposer. Alors, la Chine, qui avait notamment protégé la médecine traditionnelle chinoise, a réussi à imposer, à dire qu'il y a certains de ces remèdes qui vont rester sur le marché et qui feront concurrence aux remèdes pharmaceutiques. Mais après, tu as toujours moyen, par les programmes universitaires, par les programmes éducatifs, de convaincre en une ou deux générations que ces machins à base de plantes ou ces machins à base de venin, c'est pas sérieux. Mais la seule possibilité, à part expliquer aux compagnies pharmaceutiques qu'il y a des business models, enfin, c'est pas expliquer, leur montrer, il faut leur amener clé en main. Parce qu'elles vont pas le chercher elles-mêmes. Donc il faut leur amener clé en main un business model où elles peuvent gagner de l'argent même si la molécule n'est pas brevetable. Il y a des méthodes pour ça, hein, c'est possible. Mais bon, tu prends par exemple Elon Musk, il faut se rappeler que chez Tesla, il a ouvert tous ses brevets. Il a vraiment ouvert tous ses brevets. Les brevets de Tesla sont entièrement gratuits à la disposition de tous les concurrents de Tesla. Et pourtant, ils gagnent de l'argent. Donc, il y a des façons de gagner de l'argent sans avoir un verrouillage total de la propriété intellectuelle. Mais les compagnies pharmaceutiques ne sont juste pas alphabétisées là-dedans. Elles ne maîtrisent pas les sujets économiques qui permettent de gagner de l'argent sans avoir un monopole de la propriété intellectuelle. Donc, soit on leur apprend ça, soit les États disent fuck, en fait, moi, je vais développer un médicament à partir des venins de serpent, je vais le mettre sur le marché. Mais le problème, c'est que les puissances de lobbying des compagnies pharmaceutiques sont la plupart du temps suffisamment grandes pour faire que les seuls et des rares États qui pourraient faire ça, ce serait la Russie ou la Chine ou le Canada. Mais les pays producteurs de biodiversité et de venin, comme Madagascar, comme le Brésil, comme l'Uruguay et le Paraguay et l'Argentine, bah, ils ne pourront pas s'opposer à des lobbyistes de Big Pharma. Bon, ces molécules, de toute façon, quand on les extrait des animaux, elles ne sont pas toujours stables. Donc, on est de toute manière obligé de les retravailler un petit peu pour que Absolument. soit, justement, on veut un produit qui soit soluble, donc la molécule n'est pas soluble, ou justement, on veut en faire un produit solide, une poudre, une pilule, quelque chose. Donc, de toute façon, il faut modifier la molécule. À partir de ce moment-là, de toute façon, ça devient quelque chose qui est brevetable. Mais elles ne sont pas toutes non plus elles n'ont pas toutes que des effets positifs. Si je prends le Prialt, par exemple, qui est un médicament, comme tu le sais, qui est utilisé pour les gens en fin de vie, qui est un antidouleur extrêmement puissant, le Prialt a énormément d'effets secondaires relativement négatifs. Donc, il n'y a pas que du positif non plus à aller rechercher quelque chose dans la nature. Ces médicaments ne sont pas le miracle qu'on attend. On a l'impression, quand on entend parler un certain nombre de gens, un certain nombre de chercheurs, que c'est vraiment la source à toutes les solutions. Mais quand on regarde derrière, apparemment, ce n'est pas aussi magique que ça. Donc, Mais en fait, tu as mis le doigt dessus, tu as parfaitement mis le doigt dessus parce que d'abord, les procédés peuvent être brevetés. Procédés de production, procédés de purification, procédés de dosage, procédés d'administration en général. Est-ce que c'est cutané? Est-ce que c'est par voie orale? Est-ce que c'est en intraveineuse? Puis comment, etc. Là, il y a du potentiel. En fait, c'est dans les multithérapies. Tu prends par exemple l'ayahuasca, le fameux breuvage initiatique des Indiens au Brésil notamment. C'est un mélange de plantes. Et c'est ce mélange qui a l'effet psychédélique et initiatique qui est recherché par les chamans. Mais en réalité, en situation thérapeutique, c'est quand tu fais une bi ou une trithérapie que tu peux avoir un maximum de résultats, contrebalancer les effets secondaires pervers que tu peux avoir avec certains antidouleurs ou autres. Et là aussi, c'est brevetable, mélanger plusieurs molécules. Donc c'est pour ça que je te disais qu'en réalité, c'est juste une question de basculement de business model, parce que même des compagnies pharmaceutiques qui sont habituées à n'opérer et à ne vendre que quand elles ont parfaitement la propriété intellectuelle, eh bien, elles peuvent faire de l'argent en formulant, en fait, et en brevetant les formulations, la purification, le dosage et les combinaisons de différentes molécules. donc, finalement, pour faire un médicament issu d'une base animale, hein, d'une toxine ou d'un autre produit animal, il nous faut environ 20 ans.
et puis pour un coût de 1 à 2 milliards. Donc c'est quelque chose qui est relativement cher et relativement long. Est-ce que tu penses qu'il existe un moyen de pouvoir accélérer ça? Pourquoi est-ce que cette procédure prend autant de temps? Pourquoi est-ce qu'elle est si compliquée pour mettre sur le marché de nouvelles molécules? Donc, la raison, c'est donc que, comme disait Gunther Pauli, ce n'est pas à la nature de produire comme nos usines, c'est à nos usines de produire comme la nature, même si c'était dans la production de matières premières, la production de biens et de services, mais à plus forte raison en fait dans la production de molécules thérapeutiques. Aujourd'hui, on essaie de faire rentrer la nature dans nos modes de production de médicaments, alors qu'on devrait, pour aller beaucoup plus vite, lui adopter un mode de production sur mesure. On pourrait tester de grandes chimiothèques, un très grand nombre de molécules. On pourrait s'appuyer aussi sur les travaux des ethnopharmacologues qui ont déjà fait des repérages et qui permettraient de compresser énormément le temps de repérage et d'amélioration d'une molécule. On pourrait passer comme ça de 20 à 10 ans à plutôt 5 à 3 ans. C'est tout à fait envisageable si on faisait des tests et des voies de production dédiées à la nature, dédiées à tester plein de chimiothèques, comme on le fait d'ailleurs en agronomie. Tu sais, tu prends les producteurs de baies, par exemple, en Californie ou en Oregon, eh ben, ils testent tout un tas de variétés de baies, ensuite ils testent la fermeté et tout, puis ils les reproduisent l'année suivante. Enfin, évidemment, c'est la sélection classique en agronomie, mais ça a été tellement en fait streamliné, tellement standardisé et simplifié qu'aujourd'hui c'est très facile à faire. Et que le maïs qui a pris donc des générations à être sélectionné par les Toltecs, eh ben, aujourd'hui, on aurait pu le faire en même pas 10-15 ans. Pour les molécules d'origine animale, je pense que c'est la même chose. Il faudrait mettre en place des circuits dédiés, pas essayer de les faire rentrer dans nos modes de production de médicaments classiques, mais mettre en place des circuits dédiés. D'autant plus que nos modes de production de médicaments classiques, comme Big Pharma est un cartel, on ne revient jamais assez là-dessus d'un point de vue économique, eh bien, un cartel cherche toujours à mettre un maximum de barrières d'entrée, cherche toujours à faire en sorte que le nouveau petit arrivant en pharma puisse pas comme ça rafler le marché. Donc, par exemple, l'introduction des tests en double aveugle, qui est toujours aussi controversée aujourd'hui, même si elle a été présentée à une époque comme le standard absolu de présentation des médicaments, alors qu'on sait que énormément de médicaments qui sont de prescription courante n'ont pas été testés en double aveugle parce qu'on a juste un très grand recul sur eux. Mais rien que ce type d'introduction de test a aussi procédé du fait de mettre une barrière d'entrée, puisque concrètement, seuls les grands groupes peuvent se payer ce genre de test qui coûte des dizaines de millions d'euros à lancer et à expertiser. Eh bien, si on avait donc de nouveaux modes de test et de mise sur le marché des molécules d'origine animale, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus vite. Bon, là, on l'a vu avec le Covid, hein, ça fait partie des thématiques qui sont souvent reprises. Comment ça se fait qu'un médicament, un vaccin a pu naître en une année et pu être commercialisé? On peut le faire pour le Covid. Ça veut dire qu'on pourrait le faire également pour les toxines animales, non? Et ça, c'est clair, notamment, mais on l'a vu sur plein de molécules, et c'est là que l'aspect économique est vraiment fondateur. Parce que tu prends par exemple Moderna, donc un des laboratoires qui a fait la promotion et la vente, la distribution de vaccins à technologie ARN messager. Moderna, ils sont en train de se rapprocher de la valeur boursière de Netflix, les mecs. Et c'est allé très vite, ils ont fait du 100% par mois. Donc là, il y avait un business model. Donc c'était intéressant, rentable d'embaucher les bons lobbyistes et d'aller influencer sur les bons politiciens pour imposer cette technologie très très rapidement. Mais il y a des maladies qui tuent beaucoup plus que le Covid, à commencer par la malaria, qui est un des premiers meurtriers sur Terre. Et la malaria, par exemple, on avait une solution qui était très bon marché, qui avait été développée par l'armée chinoise pendant la guerre du Vietnam pour ravitailler le front de libération du Vietnam, à savoir l'artémisinine, qui a été découvert par Tu Youyou, le prix Nobel de médecine. Et ben, l'artémisinine, tu ne peux toujours pas la trouver en pharmacie, ni en Suisse, ni en France, ni n'importe où en Europe. Il faut qu'elle soit prescrite dans des circonstances très précises, et ça sera même très dur d'en trouver. En fait, concrètement, tu n'auras quasiment aucun médecin qui va jamais te prescrire de l'artémisinine pour lutter contre la malaria. Aujourd'hui, si jamais tu vas en zone exposée au palu, on va te prescrire soit de la Malarone qui t'explose l'estomac et qu'il faut prendre avec 1 litre de lait si tu ne veux pas avoir un trou, ou du Lariam qui te rend dépressif et qui fait que des gens se pendent chaque année quand ils prennent du Lariam. Tu as mieux, moins cher, mais non breveté, qui s'appelle l'artémisinine, et ce n'est pas sur le marché. Donc d'un côté, les technologies ARN messager pour le Covid, qui n'est pas du tout un assassin du niveau de la malaria, eh bien, sont tout de suite arrivés sur le marché. Pourquoi? Parce que les pays riches étaient en panique, parce que c'était possible de créer énormément de valeur boursière à partir de cette technologie qui est propriétaire. Et donc là, il y avait un modèle économique à pousser immédiatement l'adoption ultra rapide d'un médicament et d'un pré-médicament, puisqu'il est en autorisation de mise sur le marché temporaire.
Par contre, l'artémisinine, sur laquelle on a un recul, sur laquelle on a beaucoup plus de vies à sauver, bah, elle n'est toujours pas imposée sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de modèle économique. Quand tu parles souvent de cartel ou de mafia, finalement, c'est pas, enfin, on pourrait pas plutôt définir ça comme des garde-fous pour éviter que n'importe quoi arrive sur le marché. Imaginons n'importe quel petit laboratoire trouve une molécule et commence à la commercialiser de manière relativement facilitée, enfin, sur un laps de temps beaucoup plus court. Ça veut dire qu'on va voir tout et n'importe quoi arriver sur ce marché. Donc finalement, ce que toi tu appelles mafia ou cartel, ce serait pas plutôt justement des garde-fous pour éviter que n'importe quoi arrive dans le corps des consommateurs? Bah, en principe, la question est très bonne, mais les garde-fous, normalement, ils ne peuvent pas émaner de l'industrie elle-même, ils doivent émaner des États, ils doivent émaner de la loi, ils doivent émaner de la législation. Donc, quand les garde-fous sont mis par les gens qui en profitent eux-mêmes, là, il y a un énorme problème de conflit d'intérêts, etc. Et puis, si on prend les nombreuses situations où des compagnies pharmaceutiques se sont faites sanctionner pour avoir justement violé les garde-fous les plus élémentaires. Par exemple, Johnson Johnson qui s'est pris une amende parce qu'ils avaient délibérément laissé de l'amiante dans de la poudre pour bébé en Afrique. Et délibéré, ils le savaient, on a les preuves qu'ils le savaient, ils ont laissé de l'amiante dans de la poudre pour bébé sur tout le continent africain. Tu as Pfizer qui s'est pris 6 milliards d'amendes pour différentes pratiques, corruption de médecins, trucage de données, et puis parfois donc des patients exposés à des conséquences mortelles. Donc, en réalité, le problème, c'est qu'évidemment, il faut des garde-fous dans l'industrie pharmaceutique et dans la médecine en général, mais ces garde-fous ne peuvent pas venir des acteurs eux-mêmes de l'industrie. Ils doivent venir des États, ils doivent venir de la législation, ils doivent venir d'organisations internationales complètement et rigoureusement indépendantes, ce qui malheureusement, par exemple, ça a été révélé à plusieurs reprises, n'est plus le cas pour l'OMS dès lors que Bill Gates et sa fondation a un impact aussi grand sur elle et que Bill Gates est aussi par ailleurs un actionnaire de Moderna. On a un conflit d'intérêts majeur. Donc oui, les garde-fous sont nécessaires. Maintenant, les barrières d'entrée qui sont mises par un cartel, en fait, sont rarement des garde-fous. C'est ça ce qu'il faut retenir, c'est que ça n'arrive que par hasard qu'une barrière d'entrée mise en place par un cartel soit vraiment un garde-fou intéressant pour le public. La plupart du temps, c'est juste une barrière d'entrée qui empêche la compétition, mais qui n'empêchera pas les activités délictueuses comme le fait de mettre de l'amiante dans de la poudre pour bébé de se produire. Bon, en Europe, on a quand même l'EMA, par exemple, qui est là pour justement valider ou non des médicaments qui arrivent sur le marché. Donc, ils sont quand même là en tant que garde-fous pour savoir si le Bah, justement, bénéfice-risque du médicament vaut la peine d'être commercialisé, ce qui a été le cas, par exemple, dans le malheureusement, Covid. malheureusement, le MA n'a pas pu empêcher le scandale Vioxx, où il y a eu des morts, n'a pas pu empêcher le scandale Levothyrox, n'a pas pu empêcher le scandale de la dépakine, n'a pas pu empêcher le scandale des leptines ou d'autres scandales, bah, comme le Mediator, c'est peut-être le pire. Tous ces scandales-là, dépakine, Vioxx, Levothyrox et Mediator, n'ont pas été empêchés par l'EMA. Donc pourquoi? Parce que c'est extrêmement dur de créer des agences indépendantes. C'est extrêmement dur. Mais on le voit dans n'importe quel domaine, hein, même en finance, par exemple. En finance, en ce moment, on a beaucoup de débats sur le trucage des marchés financiers aux États-Unis, en particulier depuis que les petits porteurs s'intéressent aux actions AMC, les cinémas américains. Et on se rend compte que les hedge funds, qui ont des moyens considérables, qui sont en plus des market makers, enfin qui ont une puissance sur le marché qui est sans précédent, bah, ont aussi employé des membres de l'autorité des marchés financiers et de la SEC. Donc quand un type de la SEC se fait employer juste derrière par un hedge fund qu'il est censé réguler la veille, on a forcément un problème. Exactement comme quand des flics travaillent pour Pablo Escobar ou pour Al Capone. Donc fondamentalement, comment dire, ces initiatives sont bonnes, il faut poursuivre. Mais ce n'est pas parce qu'on dit que Titanic est insubmersible qu'il ne va pas se prendre un iceberg. Et ce n'est pas parce qu'on a créé une agence de sûreté qu'elle va être totalement incorruptible et totalement indépendante. Il faut en permanence vérifier, comme sur le Titanic, il fallait vérifier qu'il y avait bien le bon nombre de canaux de sauvetage, il fallait vérifier qu'il y avait bien le bon nombre de personnes qui surveillaient les icebergs. Dans toutes les agences, il faut vérifier en permanence si elles sont étanches ou pas, parce que c'est très facile de corrompre l'étanchéité d'une agence de régulation. Bon, si je fais un parallèle avec la semence, hein, avec les semences en général, euh, on est dans le même cas de figure, hein, où on a Tout à fait. quelques grosses sociétés qui dominent l'environnement végétal mondial, hein, qui décident quelles semences on a le droit d'utiliser ou pas.
Dernièrement, il y a eu des changements à ce niveau-là, hein, justement, en Europe, où on a le droit, enfin, les paysans ont le droit d'utiliser des semences naturelles, biologiques, ce qui n'est pas encore le cas pour des grands producteurs, mais finalement, c'est un bien public, je veux dire, au même titre que Mhm. l'air ou que l'eau. Les venins sont un bien public, donc dans quelle mesure est-ce que le public, enfin finalement le consommateur, n'a pas son mot à dire là-dedans? Dans quelle mesure est-ce qu'il doit toujours accepter et qu'il ne pourrait pas intervenir pour faire changer les choses, pour pouvoir bénéficier justement de tout ce que la nature lui a offrir? Bah, c'est la raison, très bonne question, parce que c'est la raison pour laquelle on fait cette émission. Moi, il y a un géopolitologue que j'aime beaucoup, qui est ultra controversé. Il est mort maintenant, mais c'est Zbigniew Brzezinski. C'est un très bon géopolitologue, honnêtement. Tu lis ses livres, c'est limpide. C'est un des plus grands géopolitologues de la deuxième moitié du XXe. Et Brzezinski, il a clairement dit, dès les années 70, on est dans la société du tititainment. Donc, tititainment, ça veut dire le divertissement donné au sein à la population, un peu comme donc un bébé qui têterait, quoi. La population tête le divertissement, voilà, le tititainment. Le tititainment, c'est la version technologique, mass média, on va dire, du pain et des jeux des Romains. Tu vois, panem et circenses, le pain et les jeux. Bah, le tititainment, c'est la version, Brzezinski l'avait appelé ça technétronique, c'est-à-dire la société de l'informatique et des masses médias. Donc, c'est ça qui répond à ta question, en fait. C'est que la raison pour laquelle le peuple, l'humanité, n'utilise pas assez bien ses biens publics, et qu'on peut aussi facilement les privatiser, parce qu'on avait aussi ce débat sur l'eau, bien entendu. On sait qu'à plusieurs reprises, Nestlé a été au cœur de controverses majeures sur la privatisation des aquifères, qui est un problème mondial, évidemment, puisque l'eau potable est la ressource la plus stressée sur Terre, la deuxième étant le sable, et c'est seulement la troisième qui est le pétrole. Le sable, c'est pour le béton, non? Eh bien, pour les biomolécules, pour des solutions aussi bien donc en semences, aussi bien la biodiversité d'une façon générale. Les pommes viennent du Kazakhstan et on avait dans certaines vallées du Kazakhstan plus d'une centaine de variétés avec des goûts complètement dingues. Tu avais des pommes qui avaient un goût de réglisse et tout. Aujourd'hui, tu as 6 ou 7 variétés sur le marché qui sont en plus les moins intéressantes d'un point de vue gustatif, mais qui sont très faciles à produire, très faciles à conditionner. Pareil pour le maïs, c'est bien que le maïs violet que tu as forcément goûté quand tu étais en Amérique du Sud, bah, tu le trouves nulle part en Europe, tu le trouves nulle part aux États-Unis, et pareil pour les tomates ou plein d'autres variétés. Et cette réduction drastique de la biodiversité, c'est vrai qu'elle a été liée à un lobbying aussi. Tu as mon ami Alain Passard, le grand chef étoilé français, il a eu des amendes parce qu'il cultivait des semences qui n'étaient pas au Conservatoire national. Donc le gars, il avait réintroduit des topinambours, des variétés médiévales et tout, truc super intéressant. Il s'est pris une amende, il a été puni par la loi. On lui a dit c'est mal ce que tu fais d'aller ramener des semences médiévales de France, hein, pas du fin fond de l'Australie. Donc c'est le cœur du débat. On en revient à l'économie de la connaissance. C'est l'information et c'est la connaissance. On est dans un monde où les gens sont saturés, donc ils n'ont pas le temps de s'occuper de ces enjeux. Et en fait, plus on vulgarise, plus on transmet des émissions comme la tienne, où on vulgarise, on présente les choses de façon simple, et la situation, les enjeux, comme ça en une heure, bah, plus l'humanité sera capable de jouir de l'énorme héritage naturel qu'elle a reçu. Mais penses-tu que les gens là, ont suffisamment, ben justement, la connaissance, euh, je veux dire, quand on voit certaines décisions qui ont été prises dernièrement par rapport à la gestion du Covid, est-ce que les gens ont vraiment tout en main pour pouvoir choisir, on va dire, intelligemment et en toute connaissance de cause? Parce qu'on est quand même dans des domaines extrêmement spécifiques. Si on parle de toxines animales, c'est pas accessible à tout le monde. On peut vulgariser en disant oui, voilà, on a extrait la ligacine des alligators. La ligacine est un antibiotique large spectre sur lequel il n'y a pas de problème d'accoutumance du corps, donc il va toujours fonctionner correctement. Et puis si tu tombes malade, hop, une dose d'aligacine. Dans le cas de la ligacine, ce médicament a mystérieusement disparu, et puis on n'en a plus entendu parler depuis qu'il y a eu des publications dessus, mais ça reste un domaine compliqué de compréhension pour le public. Donc, tu ne penses pas que ça reste quelque chose d'un peu élitiste et puis que le public n'a pas tout ce qu'il faut pour pouvoir décider? Pour l'instant, mais il y a des tendances qui sont prometteuses parce que, par exemple, la consommation de documentaires aujourd'hui, elle a explosé depuis 30 ans.
même si il y a eu de grands pionniers comme Irvine et puis bien sûr le commandant Cousteau qui avait imposé avec David Attenborough aussi le documentaire comme une consommation médiatique standard, quoi, régulière, avec des grandes chaînes qui en commandaient. Nicolas Hulot aussi avait fait un certain travail à l'époque. Maintenant, sur Netflix, tu as des films qui peuvent cartonner, comme My Octopus Teacher, qui a été couvert de prix, puis qui a fait littéralement des millions d'audiences. Et ça, c'est un moyen redoutable, parce que c'est du divertissement. Et Dieu sait que les venins, tu vois, il y a eu des séries Netflix sur les 100 animaux les plus dangereux, les plus venimeux, etc. Donc, tu peux créer, depuis les dents de la mer, tu peux créer de l'excitation autour de ça. Donc, en fait, dans cette société du tititainment de Brzezinski, tu peux infiltrer cette connaissance qui est effectivement plutôt élitiste, puisque biochimie, tout ça, même si j'ai vu sur Internet des gens qui vulgarisent ça très bien, comme Marc-André Selos, par exemple, un biologiste français, lui, il parle plutôt des tanins, mais il fait une conférence là-dessus qui est remarquable et qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc, vulgariser ces éléments de biochimie, comme sur la ligacine ou comme sur l'antibiotique extrait de l'ornithorynque, ou comme sur l'écran solaire extrait de la crevette menthe, ou des antibiotiques aussi extraits de l'hippopotame, puisque l'hippopotame a aussi un écran solaire et un antibiotique, puisqu'il passe sa vie dans des marigots. Eh bien, ça, c'est possible en jouant, tu vois, en piratant le fait que les gens aiment bien l'excitation et que les venins, la vie sauvage, etc., c'est un sujet excitant. Je pense que c'est jouable comme ça. Donc tout ça est un bon message pour l'avenir. Je te remercie beaucoup, Idriss. Tu aurais envie de rajouter quelque chose sur cette thématique, de donner un point final à ceux qui nous écoutent? Bah, moi, mon rêve dans le domaine, ça reste les anticorps de requin. Tu sais que c'est vraiment un truc, c'est spécifique, mais je le dis à tous les biologistes aspirants ou personnes intéressées, entrepreneurs dans le domaine, les anticorps de requin sont les plus stables connus au monde. Ils sont tout petits, ils peuvent passer la barrière hémato-encéphalique, donc on peut les utiliser dans le ciblage dans le cerveau. Quelqu'un qui arriverait à les produire en masse, parce qu'on a parlé de la mambalgine qui valait 6 milliards le kilo, mais les anticorps de requin, je ne peux même pas donner un prix, tu vois, ça n'aurait même plus de sens tellement c'est cher. Et les anticorps, quelqu'un qui arriverait à produire des anticorps de requin monoclonaux en grande quantité, il changerait la médecine mondiale. Hein. Ce serait vraiment comme l'informatique, quoi. Du jour au lendemain, on pourrait produire des petites cibles moléculaires sur à peu près n'importe quel problème, un cancer, une dégénérescence, bien sûr des virus et bactéries. Tu pourrais, en injectant à quelqu'un des anticorps de requin monoclonaux, cibler n'importe quel virus, y compris le VIH, ou n'importe quelle tumeur à peu près. Et ils sont très petits et restent très longtemps dans le système. Donc, ça serait ultra prometteur pour plein d'autres aspects, sans parler du fait que les anticorps peuvent être catalytiques aussi, donc, comme des enzymes, et en cela pourraient être utilisés pour faire des réactions chimiques à l'échelle industrielle. Moi, c'est un sujet qui m'excite. Si on dézoome maintenant, tu connais mon slogan, la nature est une bibliothèque, lisons-la au lieu de la brûler, parce que c'est bien et parce que c'est rentable.